Le GFL arrive enfin, ou pas, je sais pas. Hier, chez Ariel Elwani, Darren Owen est passé pour la 3e fois pour annoncer une 3e fois le lancement de la Global Fight League, une nouvelle ligue MMA en format par équipe, fonctionnant par saison, où l'on voit des signatures comme Frank Mir ou Wanderlei Silva. Quand j'ai posté ça sur Twitter, je crois que j'ai rarement autant ri sous un de mes tweets. Un gars a balancé « J'ai pas compris l'annonce, est-ce que c'est une ligue de MMA ou une maison de retraite ?» Un autre a dit « Geriatric Fighters League », un autre a dit « Grandfather League ». Certains ont signé juste pour leur pension. On a absolument besoin de ces orteils pour une Von Flue. C'est peut-être une ligue d'e-sport, on ne sait pas. Bref, on a bien rigolé. Et juste après l'intro, on va rentrer dans le détail. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Bon, John, on a fait exprès. Je t'ai appelé pour te demander de pas te renseigner sur cette annonce, pour que je te donne toutes les informations et qu'on ait tes réactions en direct. Donc, je vais commencer par te parler de la structure, qui est pour moi la base pour essayer de comprendre ça. Donc, on a 6 équipes qui seront réparties sur 4 continents. Personnellement, je suis déjà perdu, mais je continue. Chaque équipe... Une seconde, est-ce que c'est 6 équipes par continent ou c'est 6 équipes qui sont sur 4 continents, donc il y a 2 continents qui en ont 2? Donc en fait, il y aura 6 équipes. Les équipes, a priori, seront des villes partout dans le monde, donc dans certains continents. Mais c'est précisé que c'est pas parce que tu es une équipe aux États-Unis que ça t'empêche d'aller combattre au Brésil ou à Tokyo. C'est 2 villes qui ont déjà été citées par le Darren Owen, qui sera un peu le Dana White de la promotion. Chacune des 6 équipes aura 20 combattants, 2 par catégorie de poids. Et on a donc 6 catégories de poids parce que 6 fois 2, ça fait 20. Non, je déconne, je fais exprès, j'essaie de vous faire... Non, on a... Je vais pas t'embrouiller pour une belle blague. Il y a 10 catégories de poids. Donc, chaque équipe aura 20 combattants, donc 2 combattants par catégorie de poids. Les catégories de poids sont de bantamweight à heavyweight. Alors, j'imagine. Pardon? Il y aura femmes aussi, alors. Ouais, c'est ça. Donc, il y a de bantamweight à heavyweight chez les hommes et il y a de strawweight à bantamweight chez les femmes. Donc, chez les femmes, c'est comme à l'UFC. Chez les hommes, c'est comme à l'UFC, moins flyweight. En sachant que... Non, mais alors, en sachant que les catégories ne seront pas les mêmes qu'à l'UFC. C'est les mêmes noms, c'est pas les mêmes poids. Par exemple, welterweight, ce sera 180 lbs au lieu de 170 lbs. Alors, Darren Owen, il dit qu'ils font ça pour éviter le cutting, mais je pense qu'ils n'ont pas compris que ça dépendait pas de ça. Donc voilà, quelle est ta première impression quand je te parle de format par équipe avec saison régulière, play-off et finale, un peu comme au PFL? Waouh, attends, là tu m'as pris vraiment au dépourvu. Donc, C'était le but. Attends, donc, je trouve ça déjà très compliqué de voir. Donc, j'ai plein de questions, mais je ne sais pas si tu as les réponses. Donc, je te pose des questions. Ah, vas-y. Est-ce que ton équipe dépend de ta nationalité ou de ta salle, Non. de là où tu t'entraînes? Alors, je vais y venir après, mais je vais déjà te le dire. Donc, il y aura un entraîneur principal par équipe. Il n'a pas annoncé les entraîneurs, mais il a dit que c'était des entraîneurs de renommée internationale. Il a un tout petit peu grillé qu'il y avait Rafael Cordero dans le tas. Alors, je ne sais pas s'il voulait le prendre comme exemple, justement, en disant, comme il n'est pas dedans, c'est pas lui. Mais voilà, il a cité ce nom en disant Rafael Cordero aura son équipe. En fait, je vais venir à l'étape d'après, parce que au lieu d'aller information par information, peut-être si tu as tout, ça te permettra de mettre un meilleur avis. Donc, il y a plus de 300 athlètes qui sont signés. Pour référence, je crois qu'à l'UFC, c'est 600 ou 700, non? Ouais, mais par contre, tu auras peut-être fait le calcul, 6 équipes de 20 combattants, ça fait 120. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, plus de 300 athlètes qui sont signés, ils sont signés pour être
éligibles à être draftés. Ok. Donc, il va y avoir un draft comme en basket le 24 janvier. Le 24 janvier, il y a un draft. Donc, les 6 entraîneurs qui ont été définis vont choisir leur équipe, 2 combattants par catégorie de poids, ce qui signifie qu'il y a 120 combattants qui vont être officiellement signés et les 180 plus qui restent, ben, ils deviennent free agents. Ok. Et donc, en gros, il y aura un entraîneur principal par équipe. Et il a dit que chaque entraîneur va créer son équipe, mais c'est pas pour autant que l'athlète doit aller chez cet entraîneur. Donc, l'athlète est libre de continuer à s'entraîner dans son gym, mais il est libre aussi d'aller s'entraîner chez ce head coach. Et il est libre de faire appel à ce head coach pour des services divers, que ce soit game plan, être dans le coin ou pas. Donc voilà, là, tu as déjà beaucoup plus d'informations. Ok. Donc, en fait, c'est un système qui regroupe un petit peu tous les sports, quoi. Donc, tu as du MMA pour la catégorie de poids, tu as du basket pour la partie draft, et tu as une sorte de foot, NFL, ouais. et de foot où, en fait, tu peux aller dans une équipe d'une certaine ville malgré que tu sois pas de cette ville, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Ouais, donc, enfin, je prends un bête exemple. J'ai vu qu'il y avait Ayton de Pape qui était dans les combattants éligibles. C'est un Belge. Il pourrait très bien être drafté par, j'en sais rien, peut-être que Eric Nicksick fait partie des entraîneurs des six head coach. Donc, il peut très bien être drafté par Eric Nicksick qui va potentiellement représenter. Mince, il entraîne où, Eric Nicksick, dans quelle ville? Je sais pas, disons Los Angeles. Voilà. Donc, tu auras une équipe, ce sera Los Angeles. Avec Eric Nicksick à la tête, par exemple, hein, je me trompe peut-être sur la ville, mais c'est juste à titre d'exemple, qui aura drafté Ayton de Pape pour représenter un des 2 combattants de sa team bantamweight. Et donc Ayton de Pape, il aura le choix de continuer à s'entraîner dans son équipe en Belgique ou d'aller s'entraîner chez Eric Nicksick. S'il décide de s'entraîner en Belgique, il aura le droit de, je sais pas, faire des visioconférences avec Nicksick pour la partie game plan, entraîne-toi comme ça, prends tel training partner, etc. Ou ne pas faire appel du tout à lui. Et quand il ira combattre, il ira peut-être combattre à Tokyo avec Eric Nicksick qui pourrait venir dans son coin à Tokyo ou peut-être ne pas venir. Et donc là, moi, je vois déjà, juste en disant ça, je me dis, mais si tu as Eric Nicksick qui fait, j'en sais rien, moi, il fait peut-être 20 week-ends sur l'année pour l'UFC, bah, sorry, il va mettre priorité à ses combattants UFC qu'un combattant qui fait juste appel à ses services de cornerman au GFL. Ouais, je vois. Mais par contre, ça met beaucoup plus de poids sur les entraîneurs, alors si je comprends bien. Parce que là, maintenant, tu vois des équipes qui sont autour des entraîneurs, et j'imagine que les combats vont être faits en fonction de, par exemple, la représentation de la ville. C'est possible qu'ils disent, enfin, si je comprends bien, c'est possible qu'ils disent Los Angeles contre New York, Ouais. Qu'ils fassent ça à tel endroit, et en fait, ce sont les combattants d'Eric Nicksick, hypothétiquement, on dit pas que ce soit lui, qui alors combattent contre, j'en sais rien moi, contre Cordero pour reprendre son exemple, tu vois. Ok, ouais. Ok. Et donc il y a 4 continents, dont 6 équipes. On sait c'est quoi les 4 continents? Non. Ils n'ont pas annoncé les continents, ils n'ont pas encore annoncé les noms des équipes. Lors du draft ou juste avant le draft, on va voir le nom des villes, qui seront le nom des équipes, avec leur logo qui va sortir. Donc ça va faire un peu comme la NFL et la NBA. Donc tu auras vraiment une ville avec un logo. Mais encore une fois, voilà, tu représentes cette ville en n'étant pas spécialement de cette ville et tu vas pas spécialement combattre dans cette ville. Ok. 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 Ouais, ben, en fait, j'ai pas envie d'avoir la critique facile, tu vois. J'ai pas envie de dire, ah oui, c'est nul. Enfin, tu vois, c'est possible que ça fonctionne, surtout que on le voit aux États-Unis, tout ce qui est playoff, ça a fonctionné super bien pour certains sports. Donc voilà, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que, comme tu dis, il va peut-être y avoir des conflits d'intérêts si jamais ça prend de l'envergure. Est-ce que l'UFC, par exemple, va laisser Eric Nicksick y aller, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se dire, ah, tu peux aller à ce moment-là, bah écoute, on va te mettre un de tes combattants et tu vas devoir faire un choix. Ouais, voilà, les coachs n'ont pas de contrat avec l'UFC, donc l'UFC ne peut pas mettre de pression sur des coachs qui s'engagent avec le GFL. En revanche, effectivement, l'UFC a sous contrat des combattants de gros entraîneurs, ce qui signifie qu'effectivement, quand il y aura un événement GFL, à mon avis, la saison régulière, ils vont un peu s'en foutre, mais quand ce sera la finale du GFL, ils vont probablement s'organiser, l'UFC va probablement s'organiser pour faire un pay-per-view ce week-end-là, avec des combattants des 2 entraîneurs finalistes. Ok. Maintenant, ce que je veux comprendre, c'est
comment est-ce que tu gagnes? Est-ce que Ouais. c'est ton équipe qui gagne ou Ouais. alors... Ouais, c'est ça, c'est ton C'est équipe. ton équipe. Donc, tu as une saison régulière qui est pour l'instant très floue. Autant au PFL, chaque combattant combat 2 fois. Et puis, parmi les combattants de la catégorie de poids, si tu fais partie des 4 qui ont cumulé le plus de points sur les 2 combats de la saison régulière, tu passes en play-off. Ici, il parlait d'avoir des... Donc ça, c'est peut-être important. Chaque combattant éligible qui ont pré-signé un contrat, ils ont tous des contrats différents, avec une garantie minimum sur la prime et avec un nombre de combats minimum et maximum sur la saison. Ce qui me laisse penser que certaines équipes pourront combattre plus que d'autres équipes pendant la saison régulière, donc se donner plus de chances que les autres. Ça, c'est encore flou pour moi. Ça n'a pas été clarifié dans le show, donc j'espère qu'on aura plus d'informations par rapport à ça, parce que de prime abord, ce serait plus logique que chaque équipe ait le même nombre de combats dans la saison régulière pour avoir autant de chances l'une que l'autre de passer en play-off. Il y a 6 équipes. Les playoffs, c'est demi-finale, donc il y a 4 équipes qui passent en playoff. Donc pour passer en playoff, tu dois faire partie des 4 équipes ayant cumulé le plus de points. Comment prendre des points? C'est maximum 4 points. 4 points, c'est une victoire par finish. 3 points, c'est une victoire à la décision. 2 points, c'est une égalité. 1 point, c'est une défaite à la décision. Et 0 point si tu te fais finaliser. Ouais, mais attends, mais moi je vois plein de trucs qui sont compliqués. Attends, donc, attends, mais imaginons, d'accord? Je vais nommer des combattants au hasard. Je vais juste dire combattant A. Non, en fait, je vais faire encore plus visuel. Alors, est-ce que tu veux que je te cite quelques combattants qui sont éligibles? Comme ça, tu peux prendre des vrais exemples. Ok, vas-y, d'accord, mais ouais, vas-y. Donc, on a vraiment on a beaucoup de gros noms. Alors, Alistair Overeem? Non, mais il y a du potable, genre Gegard Mousasi, Will Brooks, qui sont encore bien dans leur carrière. Il y a du mitigé, genre Anthony Pettis, Kevin Lee, celui que tu as interviewé à Miami, Robelis Despeigne, qui a signé là. Et puis il y a surtout beaucoup de scandaleux. Il y a du Frank Mir, il y a du Fabricio Werdum, il y a du Wanderlei Silva, il y a du Renan Barao, il y a du Marlon Moraes. Silva. Ouais mec, il y a vraiment des mecs, t'as vraiment envie qu'ils se fassent pas drafter, quoi. En fait, l'espoir que j'ai là-dessus, genre Frank Mir, j'espère qu'ils l'ont pré-signé pour dire, on a pré-signé Frank Mir, on l'a mis dans la liste pour faire un peu le buzz, et j'espère que les 6 entraîneurs seront assez intelligents pour se dire, ça me sert à rien de le drafter, je vais pas le prendre. Tu dois avoir 2 poids lourds dans tes choix. Prends plutôt Alors, il y a des gars qui sont pas connus du tout, mais qui ont un palmarès de 11-1, 10-1. Donc, il y a des noms intéressants en termes de prospects, mais il y a aussi des gros noms qui font très peur. Et là, je t'en ai cité certains. Il y en a d'autres. Hein. Vraiment, tu vas sur le site. Attends, c'est mmagfl.com. Tu vas dans Fighters. Là, t'as pas tous les 300 qui sont signés, mais tu as la liste, tu as une grosse liste, ils ont mis les plus gros noms. Andrei Arlovski est dedans, Alexei Oleinik est dedans, Alan Belcher est dedans, Gustafsson, Gustafsson est dedans. Ouais, attends, Kyle Dokos, Hector Lombard, Luke Rockhold, Wanderlei Silva, c'est déconné, Benson Henderson, Jordan Main, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rousimar Palares, Tyron Woodley. Attends, j'ai Tyron Woodley aussi. Bon, Tyron Woodley, c'est juste parce qu'on pense à la boxe, mais en soi, enfin ouais. Jeremy Stephens. Ouais, non, Tyron Woodley, c'était quoi? 4-5 défaites consécutives, enfin, Oui, d'accord, mais c'est pas Wanderlei Silva, tu vois. Non, ça c'est potentiellement le pire. Marlon Moraes aussi, c'est vraiment grave. Hein. Parce que j'ai plein de questions qui me viennent. Donc, admettons, est-ce que pendant le draft, voilà, j'ai 1 million de questions. Est-ce que si pendant le draft, admettons que tu vois que tu es entraîneur A qui a sélectionné Despeigne, ok? Est-ce que toi tu te dis bon, il faut que je prenne quelqu'un qui peut aller au sol parce que styles make fight, donc tu te dis ok, je vais pas prendre quelqu'un qui a un striker pur. Parce que, je parle dans cette catégorie, parce que si jamais je veux avoir une chance de pouvoir marquer des points contre l'Espagne, il faut absolument que j'ai ça. Donc, comment ça se passe? Est-ce que c'est dans un certain ordre et tu peux voir, ou alors tu dois mettre ta liste et c'est des favoris? Parce que tu vois, aux États-Unis, ça se passe comme ça. C'est un ordre dans lequel ça apparaît, mais qui a été préétabli. Est-ce que toi, tu peux, en fonction de l'ordre que tu vois, adapter et dire non, je veux telle personne? Très très bonne question, on n'a pas eu ce détail. Donc le fonctionnement du draft n'a pas été donné. On part du principe évidemment qu'ils vont essayer de faire ça de manière la plus juste possible. Donc tu as un entraîneur qui va pouvoir commencer et sélectionner son premier combattant, puis le deuxième, il sélectionne le sien.
et librement dans les catégories de poids, ou alors le premier, comme il choisit un poids lourd, tout le monde doit choisir son premier poids lourd. Il n'y a pas de détails là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il y a potentiellement une stratégie. Je trouve que ce serait plus intéressant que tous les entraîneurs préparent leur liste, mais en fonction de ce qui a été sélectionné avant, ils puissent encore ajuster. Parce que s'ils envoient chacun leur liste de priorités et qu'il y a un algorithme qui tourne pour définir les équipes, mais on perd un peu cette jugeote de l'entraîneur en live. Ça donne beaucoup plus de pouvoir. Et franchement, ce serait cool si tu pouvais filmer et dire, bon, écoute, moi, je pense que contre lui, ça peut être un bon match-up, tu vois. Ça peut être super cool. Ils en font un événement. En tout cas, le draft, je pense que c'est sûr, mais sur le site, il y a un countdown. Et à mon avis, j'ose espérer qu'on pourra le suivre en live. Et ouais, c'est ça. C'est dans 42 jours, 13 heures, 22 minutes et 57 secondes au moment où on enregistre ce podcast. Okay. Ouais. Donc, c'est fin janvier, quoi. Le 24 janvier. Ok. Ok, attends, mais comme je t'ai dit, j'ai plein de questions et on va voir si tu as les réponses. Donc, admettons que j'aime bien combattant A. Je vais prendre des noms connus parce que j'imagine qu'il y en a qui suivent le MMA depuis moins de temps. Admettons que t'aimes bien Khamzat. Enfin, admettons que Khamzat soit là-dedans. C'est pas le cas, mais comme ça, c'est plus facile à imaginer. T'aimes bien Khamzat. Khamzat fait donc au départ, donc tu m'as dit qu'il y avait 6 équipes. Donc, il fait partie des 6 équipes. Mais malheureusement, tous ses coéquipiers ont fait n'importe quoi. Donc, ça veut dire que c'est possible que lui, il ait gagné tous ses combats et qu'il passe pas au play-off. Tout à fait. Et donc, tu perds ce combattant, alors. Tu vois plus ce combattant. Ouais, tu vois plus sur le reste de la saison, ouais. Donc, dès le moment où tu passes en play-off. Dès le moment où tu passes en play-off, les 2 équipes qui sautent, tous leurs combattants ne participent pas à la suite. Ouais, c'est ce que je dis. Donc c'est probable que tu gagnes tous tes combats, mais en fait que tu puisses pas gagner, quoi. Ouais, alors j'imagine que la saison régulière ce sera 2 combats, mais ouais, effectivement, tu peux être un combattant qui met 2 KO au premier round dans ta saison régulière et tu vois pas le jour en play-off. Et donc effectivement, sur la paye, c'est vrai que tu relèves une très bonne question parce que sur la paye des combattants, t'es payé au combat. Donc toi, tu gagnes tes 2 combattants, ton équipe foire. On t'empêche de pouvoir gagner derrière. Alors, encore une fois, chaque combattant a son contrat. Je pense qu'il y a des combattants qui sont dans un truc un peu genre tu dois faire 2 saisons, mais je crois que le Darren Owen était assez ouvert sur on libère assez rapidement. Je crois que Kevin Lee a dit dans une interview aussi que il avait une clause dans son contrat, s'il avait une opportunité en boxe anglaise, il pouvait la faire même pendant la saison. Donc voilà, je pense qu'il y a certains combattants qui ont certains pourcentage. C'est quoi donc ça, je vais y venir parce que ça c'est, par contre, ça c'est le très positif. Donc juste pour dire, j'espère en tout cas que effectivement dans le cas où tu as quelqu'un qui fait une très bonne saison, mais à cause de son équipe, il voit pas les playoffs, mais il est libéré, il est libre d'aller combattre ailleurs. Et je pense que c'est pas impossible justement que le GFL, qui a l'air d'être un tout petit peu ouvert, dise ok dans ce cas de figure-là, tu as le droit de faire un combat pendant les playoffs et les finales. Par contre, la saison prochaine, tu reviens chez nous, tu vois. J'imagine. Là, c'est vraiment de la pure spéculation. Mais le Darren Owen avait l'air d'être quand même relativement ouvert sur laisser les combattants avoir leurs opportunités. Donc, je pense pas qu'il va bloquer ce genre de cas de figure. Si tu te fais drafter. Oui, si tu te fais drafter. Si tu te fais pas drafter, tu es directement libre. Okay, mais donc, ça doit être compliqué parce que j'imagine que il y a des contrats qui sont préétablis où on te dit si jamais tu combats, tu gagnes autant, mais c'est possible que tu te fasses pas drafter. Ouais. Et si donc, tu te fais pas drafter, t'es free agent. Et aussi, il y a un truc, c'est donc il a dit le draft c'est le 24 janvier et contractuellement ils ont jusqu'au 1er février pour valider. Ce qui signifie que entre temps, si quelqu'un a trouvé un autre contrat, je pense que le gars peut partir. Il peut se faire drafter et dire ouais non finalement j'ai trouvé un autre contrat, faites sans. On met de la pression. Je pense. C'est pas mal. Ok. Et quels sont les pouvoirs de chacun? Est-ce que, par exemple, un combattant peut refuser de rentrer dans une équipe ou pas? Non, je pense pas. Et ça n'a pas été précisé, mais. Parce que imagine, moi, tu me sélectionnes et je vois qu'en face, de nouveau, on reprend le même exemple. Chez les poids lourds, il y a un lutteur alors qu'on a Robellis et puis t'as compris, t'as Wanderley alors qu'en face il y a quelqu'un d'autre. Bah, tu dis bon. Ok, ils ont pris un nom parce qu'ils voulaient donner un peu de publicité, mais moi, ça me convient pas. C'est compliqué, quoi. Je pense pas qu'il y ait ce choix-là. Après, comme je dis, tu te fais drafter et tu as jusqu'au 1er février pour finaliser ton vrai contrat. Il y a peut-être des clauses de sortie en post-draft et pré-officialisation, parce qu'il a dit, voilà, à partir du 1er février, là, tout le monde est signé
Ok. Et officiellement, quoi. si deux équipes sélectionnent le même combattant en top 1, comment ça se passe? Bah, il y a un ordre de sélection. Donc, si tu en as deux qui ont sélectionné Gegard Moussassi chez les middleweight, c'est l'entraîneur qui sélectionne d'abord, qui prend la priorité. Parce que j'imagine qu'ils vont faire comme ça. Tu vois, tu as entraîneur 1 jusqu'à entraîneur 6. Entraîneur 1 choisit 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6. L'entraîneur 6 en sélectionne 2, et puis tu vas dans l'autre sens et tu fais un genre de Z comme ça jusqu'à ce que toutes les équipes soient remplies. J'imagine. Ça n'a pas été précisé sur le podcast. En même temps, il passe genre 40 minutes. En 40 minutes, tu sais couvrir pas mal, mais pas tout non plus. Ok. Et donc, effectivement, un truc que je me suis dit, c'est que tu pourrais te retrouver à être dans une autre équipe que quelqu'un de ta même équipe. Enfin, tu as ton gym. Donc, je m'entraîne à Boxing Squad. Ouais. Et tu as deux combattants de la même catégorie de poids qui sont disons plutôt Merab et Sterling. Ils font partie de la même équipe, ils sont meilleurs amis, ils sont partenaires d'entraînement principaux l'un et l'autre. Et en fait, on a un qui peut se drafter dans une équipe, l'autre dans l'autre, et par conséquent se rencontrer en cours d'année. Waouh. Parce que GFL va partir du principe qu'il n'y a rien de plus important que l'équipe que tu représentes au GFL. C'est plus important que ta gym. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que là, tu viens te battre pour ton équipe. Donc, c'est mieux que te battre en ton nom propre et battre ton pote. Ouais. Donc, ça, c'est déjà mieux. Parce que tu vois, tu disais, si tu as quelqu'un qui te met 2 KO dans la saison régulière, c'est pas pour autant que son équipe passe. C'est un peu le cas dans tous les sports collectifs. Ça devient un sport individuel, mais collectif, dans le sens où tu peux faire le match de ta vie au foot américain, au basket, mais si tes coéquipiers sont pas en forme et font tous une contre-performance, tu peux être tu mets 33 points sur ton match en basket, ce qui est énormissime, et malgré tout, tu perds, tu sautes, tu vois. Parce que tes équipiers n'ont pas été dans la même forme que toi. C'est un peu le principe des équipes. Ouais. Ah, c'est ouf. Et donc, du coup, j'imagine que s'ils ont réussi à signer autant de noms, c'est qu'ils payent bien. Alors, là-dessus. Donc, ils ont voulu d'abord lancer ce projet en 2021 sous le nom de World Fighting League. Il y a eu une dispute parce que le WFL existe déjà en Hollande. Donc, ils sont revenus un peu plus tard, et je crois que c'était l'année passée, en 2023, février 2023. Je pense que la date de début de cette promotion devait être le 5 février 2023. Et ça s'est pas fait pour des raisons financières. À la base, ils étaient partis sur une structure où tu avais des investisseurs qui investissaient dans les équipes et pas dans la ligue. Waouh. Finalement, la raison pour laquelle ils lancent officiellement maintenant, c'est parce qu'ils ont un investisseur qu'ils n'ont pas voulu citer, qui vient de Silicon Valley, et qui permet de financer suffisamment la structure. Alors, à voir si tout a été bien calculé, parce que le gros point positif, et je mets un gros si ici, c'est si le modèle économique tient la route, on est sur du 50-50 sur les revenus. Revenu share 50-50, donc là on se retrouve comme dans les autres sports, quoi. Voilà, comme dans d'autres sports. Et ce que le gars expliquait, c'est que donc là, il a pré-signé des contrats avec chacun des athlètes. Chacun des athlètes peut avoir des contrats différents. Donc par exemple, comme je disais, tu as un Ayton de Pape, impossible qu'il ait négocié autant qu'un Anthony Pettis, pré-négocié. Donc il y a un revenu minimum garanti. Donc Anthony Pettis va combattre. J'invente, il a négocié 100K le combat. Minimum 100K. Si les 50% des revenus et la partie qui lui revient est plus élevée que 100K, il prend plus que 100K. Si cette partie-là est moins élevée que 100K, il prend 100K. Donc c'est le maximum, ils seront payés le maximum entre ce qu'ils ont négocié en revenu minimum et le 50% de revenue share. C'est pas mal, franchement. Je comprends qu'ils acceptent, tu vois. Voilà. Et alors, il n'y a pas de win bonus. Par contre, à chaque fois que tu gagnes, la fois d'après, tu gagnes plus. Donc, tu gagnes 100K ton premier combat, tu gagnes ce combat, ton prochain combat, je sais pas c'est quoi l'augmentation, mais c'est peut-être 110, 120, j'en sais rien. Il y a une augmentation de combat en combat dès le moment où tu gagnes. Ouais, mais donc, t'as pas d'incentive à faire des KO ou à aller plus loin. Les 4 points. C'est pour ton équipe. L'incentive du KO, c'est les points que tu fais rapporter à ton équipe. Ouais, c'est ça, mais donc tu peux pourrir le match juste pour avoir tes 4 points, quoi. Voilà, effectivement, il n'y a pas de gros incentive sur les finishes. Après, peut-être qu'ils vont faire des bonus de soirée, ils n'en ont pas parlé. Moi, ce serait mon conseil vraiment d'avoir un bonus de finish autre qu'un point supplémentaire que tu rapportes à ton équipe, en sachant que là, c'est peut-être pas mal aussi. Tu gagnes à la décision, tu fais plus 2 par rapport à ton adversaire. Tu gagnes par finish, tu fais plus 4. Parce que tu perds à la décision, tu as 1. Quoi ça? Est-ce que ça te motive autant?
déjà de faire le +2 parce que tu as eu la victoire, les autres sont contents, tu vois. Mais Moi, je pense qu'il y a un souci là, effectivement, sur la carotte au bout du bâton, sur les grosses performances. au bout du bâton. C'est ça qu'on dit, non? Non, je sais. Mais je comprends l'image, mais pour moi, c'était soit la carotte, soit le bâton, et en fait, t'as dit la carotte au bout du bâton, c'est vrai. Ouais, je comprends. Et alors, dans les autres points intéressants, hein, et encore une fois, ça dépend du modèle économique. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. On n'a pas d'informations sur combien a mis l'investisseur sur la table. J'espère beaucoup parce qu'encore une fois, si tous les combattants, le revenu minimum qu'ils ont signé est au-dessus du 50-50, ben ils vont aller. Je sais pas si les 50% ou moins de 50% des revenus suffiront à supporter la structure qu'ils mettent en place. Organiser les événements. Comme ils ont dit, les événements, c'est sur 4 continents différents. Ils doivent en faire blinder, vraiment blinder. J'ai entendu Tokyo, j'ai entendu Stockholm, j'ai entendu Brésil, j'ai entendu Londres. C'est les villes que j'ai entendues. J'imagine qu'il y aura beaucoup aux États-Unis aussi. Et en plus de ça, comme je disais, c'est pas parce que tu as été drafté dans une équipe que tu vas combattre là-bas. Donc tu pourrais très bien avoir un combattant qui vit en Suède et qui va combattre une fois à Tokyo et une fois au Brésil. Donc même en termes de frais de voyage et tout, la probabilité que tu aies beaucoup de combattants locaux qui vont combattre près de chez eux est faible. Donc, ouais, ça risque de coûter très très cher en termes d'organisation et frais de structure. Et au-delà de ça, deux autres points très intéressants. Fonds de retraite à 8% de la rémunération de chaque combattant et couverture d'assurance à 2%. Waouh, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Et encore une fois, grossi, si ça tient la route, très très positif. Ouais, il y a pas mal de trucs qui sont positifs. Franchement, je suis très sceptique maintenant par rapport à toutes les nouvelles ligues. On en a parlé, hein, c'est horrible parce que peut-être que je me suis fait matrixer le cerveau par Dana White, qui dit tout le temps, bah, si vous voulez faire mieux, faites votre propre ligue. Et j'ai l'impression que le système qu'il a trouvé est quand même le meilleur. C'est-à-dire d'avoir un champion, tout le monde se bat pour être champion. C'est simple, c'est facile, tu comprends les enjeux. Même, tu peux arriver n'importe quand, tu ne devais pas savoir ce qui s'était passé avant. Alors que là, c'est un petit peu plus compliqué. Tu dois savoir ce qu'avaient fait les équipes avant, où est-ce qu'ils en sont. Enfin, ça complexifie beaucoup. Et j'ai l'impression que quand c'est simple, c'est mieux. Mais le problème, c'est que si jamais tu veux venir concurrencer l'UFC, tu peux pas venir avec la même chose parce que sinon, tu feras la même chose, mais moins bien. Ils ont plus de moyens que toi, ils ont plus d'expérience, ils ont tout, tu vois. Donc, ils ont les meilleurs combattants. Donc, tu es obligé de venir avec quelque chose qui est différent, tu vois. Ouais, mais ici, tu vois, ici, moi, j'ai plein de trucs, c'est que se passe-t-il en cas de blessure, tu vois? Est-ce que tu as des remplaçants? Tu vois, au foot, au basket, tu as des mecs sur le banc, tu vois. Juste, partons, voilà, admettons que tu dis Mark Zuckerberg qui a financé ce truc-là, mais qu'il le dit pas. Non, je rigole. Tu vois, il se dit, bon, j'en ai marre, Donald Trump et tout ça, ils sont là-bas, il faut qu'on fasse notre propre truc. Non, admettons que t'es, voilà, je dis ça en blague, mais admettons que t'es Zuckerberg qui dit, OK, voilà, je te donne 1 milliard pour pouvoir faire une ligue décente. Bah, du coup, c'est beaucoup moins de moyens qu'à l'UFC, mais c'est quelque chose de conséquent et tu dis, OK, avec ça, je peux proposer quelque chose de bien. Pendant peut-être 4-5 ans, j'en sais rien. Bah, si tu le fais, tu peux pas venir concurrencer l'UFC. Tu peux pas dire je vais faire le même système, tu es obligé d'en faire un différent, tu vois. Donc je crois qu'ils ont regardé ce qui fonctionne dans d'autres sports et ils se sont dit OK, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette partie-là et de cette partie-là. Moi, la seule chose qui me fait peur, et c'était une des questions, qui est derrière, qui est vraiment à la tête, qui est dans le board, qui prend les décisions. Donc ici, c'est Darren Owen qui a été le COO du PFL pendant 5-6 ans. Il y a Haroun Parimi, que je vois, qui actera en tant que co-founder et COO. Donc lui, il a 26 ans d'expérience en business transformation, event management, solution architecture, engineering and SaaS with global delivery. Ouais, bon. Donc c'est un gars un peu business, mais qui a quand même de l'expérience dans la gestion d'événements. Et on a Scott Parker qui sera le CMO, marketing leader with 25 years experience. Est-ce que je vois? Donc il a travaillé chez PepsiCo, Disney, ESPN, avec des efforts marketing pour la NFL, le football collégien, Global X Games. Et il a fait le lancement de XFL, qui est un peu, tu vois, la petite sœur de la NFL. Donc il a peut-être une expérience intéressante en termes de marketing sur des ligues qui viennent
pas concurrencer, mais s'installer à côté de la ligue que tout le monde connaît, quoi. Qui est préétabli, ouais. Donc ça, c'est les 3 noms qu'il y a sur leur site. Il semble qu'il y en ait 2 qui ont de l'expérience Owen, il a fait intéressante, quoi. par le PFL, tu sais. Donc Darren has 16 years of experience founding and growing multiple MMA organizations globally, promoting matchmaking and producing live events for NBC, CBS, IMG and Fox Sports. En fait, donc ça c'est sur leur site. Je sais plus qui c'est qui a mis un truc, mais sur LinkedIn, apparemment, on voit qu'il a été COO au PFL. Ouais. Mais c'est bizarre, je crois que c'est pas le PFL était pas né justement d'un COO de l'UFC. Je sais plus si c'était ça ou un truc comme ça. À l'époque, oui, non. Donc, à l'époque, c'est pas le PFL, c'était le WSOF. Mm-hmm. Et c'est pas là où à la base c'était Matt Hume et Rich Franklin, donc l'entraîneur de Demetrius Johnson et Rich Franklin, ancien champion middleweight, qui étaient notamment les figures du truc. Je sais plus. C'est pas impossible. J'ai l'impression que bon, maintenant je me rappelle plus. Non, au PFL, non, c'est on en avait parlé. Au PFL, c'est quand Jake Paul s'est associé au PFL. On avait dit que l'agent de Jake Paul était l'ancien CFO de l'UFC. C'était ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc comme ça. Et alors, il y a un dernier point que je voulais préciser, sur lequel je suis assez mitigé. Pas de sponsor individuel, mais un partage global sur les revenus publicitaires. Moi aussi, un partage, je trouve que c'est pas mal parce que ouais. en soi, je pense que c'est positif. Parce que je me dis que si jamais tu vas avoir tes sponsors, c'est vrai qu'on l'a vu dans pas mal d'événements quand c'est un peu brouillon, tu vois. On arrive même à tatouer le dos avec certains sponsors. Je trouve que ça fait pas très, très élégant et pas très pro. Ouais. Et vu l'expérience qu'ils ont, quand tu vois ESPN et toutes les marques qu'ils ont citées, je me dis qu'à mon avis, il y a moyen qu'ils arrivent à avoir des brand deals qui sont quand même assez conséquents. Et s'ils disent qu'ils partagent 50-50, je crois que ça peut le faire, tu vois. Ouais. Ça me dérange pas trop. Parce que le gros problème que moi j'avais par rapport à l'UFC, juste sur cet aspect-là, c'est qu'en fait l'UFC a négocié des deals énormes avec des exclus en enlevant les sponsors des combattants. Ouais. Et les combattants gagnaient que dalle sur ce deal, mais vraiment que dalle. Vraiment rien, parce qu'en plus c'était basé sur le nombre de combats que tu avais à l'UFC. Donc il y a que les vétérans qui gagnaient une somme qui devenait intéressante, mais encore une fois, quand tu es vétéran au UFC avec plus de 30 combats, en termes de sponsors, si tu en mets 3 sur ton short, tu gagnais beaucoup plus que ce que te proposait Reebok ou Venom actuellement. Et pareil pour les combattants qui faisaient leur début, je crois que c'est $2005 qu'ils prenaient en plus. C'est déconné quoi, 2005, quand tu combats à l'UFC, tu les trouves un peu plus facilement sur des sponsors. Alors ça te demande un travail de recherche, mais voilà, moi j'aimais bien le KSW. Pour ça, c'est vraiment la meilleure option. Donc le KSW, ils ont Pitbull comme équipementier, et avant d'aller combattre, tu dois envoyer tous tes sponsors à Pitbull et dire ok, je veux ce logo là, celui-là, là, et en fait ils te font ton short et ton t-shirt. Et donc la seule contrainte, c'est de pas être sponsorisé par un autre équipementier, parce que forcément voilà. Et donc Pitbull te donnait un tout petit peu d'argent eux-mêmes, et en plus de ça, tu récupères l'argent des sponsors que tu mets dessus. Donc tu vois, là tu gagnes vraiment des deux mondes, et je trouve ça, je trouve cette formule la plus intéressante, parce que tu as un côté uniforme où Pitbull te propose quand même de mettre des couleurs, etc. C'est eux-mêmes qui font le design, franchement, c'est pas mal. Ouais, et c'est eux qui font le design. On avait des trucs un peu partout, et je te dis jusqu'au tatou dans le dos, je trouve que ça enlevait pas mal d'élégance, on va dire de professionnalisme, tu vois. J'ai l'impression qu'alors ça fait un peu plus genre on t'a collé des stickers et vas-y. Ouais. Ça c'est le problème du KSW, effectivement, c'est que c'est tellement grand en Pologne qu'il y a des combattants qui savent pas mettre tous les sponsors, les opportunités qu'ils reçoivent, ils savent pas les mettre partout sur leur t-shirt et leur short et sur leur bannière, et par conséquent ils vont à l'étape d'après où ils se le tatouent dessus. Mais voilà, sur l'aspect vraiment comment ça fonctionne, je trouvais ça facile. T'envoies vraiment, t'as un point de contact chez Pitbull, tu lui envoies tous les logos, tu dis ça va là, ça va là, ça va là. Le t-shirt, je le veux de telle couleur, et ils ont vraiment une panoplie de couleurs. Tu peux choisir 2 couleurs, tu peux mettre un truc militaire, enfin voilà. Le short, pareil, t'as pas mal de choix. Tu choisis ta taille et tu combats avec. Enfin, c'est vraiment bien foutu, et en termes de revenus, c'est ce qui est parfait pour les combattants. Et alors, t'as un peu ce côté, je peux personnaliser ma personnalité sur mes vêtements, mais de l'autre côté, c'est uniformisé parce que ça reste les vêtements de la même marque. Donc tu as vraiment les deux côtés qui sont intéressants. Donc ici, par rapport au GFL, le côté intéressant, c'est que étant donné que ça
si ça fonctionne bien, ça va devenir quand même quelque chose de relativement gros, ce qui signifie qu'ils vont pouvoir aller dénicher pas mal de revenus publicitaires. Et pour la plupart des combattants, je pense que le partage de ces revenus publicitaires sera plus élevé que ce qu'ils auraient pu tirer eux-mêmes avec une recherche de sponsors qui prend aussi du temps. Mais voilà, pour certains gros combattants, ils vont y perdre au change. Maintenant, c'est à eux à négocier des belles primes en contrepartie, quoi. Ce que je trouve qui est intéressant pour revenir un peu à leur système, et parmi les questions que je me pose, c'est par rapport à la promotion. Est-ce que Donc, c'est pas une promotion. Il a pas insisté dessus, mais il faisait la différence avec le. Non, je reviens pas sur le nom. Il y a une promotion qui en 2018 a essayé de faire ce système par équipe, et il a dit, en fait, le problème que eux ont fait avec le système par équipe, c'est qu'ils se sont positionnés comme une promotion. Nous, on se positionne comme une ligue sportive, un championnat. Non, mais moi je parlais de la promotion des events. Ah, pardon, autant pour moi. Ouais, vas-y. Non, je voulais dire pour faire la promotion des events de leur ligue. Voilà. Je me dis qu'il y a un truc à jouer parce que pour moi c'est toujours ce qui m'intéresse quand on donne toujours ce qui est intéressant pour un combat. On dit toujours que voilà, il y a la partie on va dire technique. Est-ce que ça va être un combat compliqué? On parle juste du niveau en fait. Le niveau, c'est ce qui fait un petit peu peur quand tu cites certains noms parce qu'on entend qu'ils sont à la retraite depuis plus longtemps que cette chaîne existe en fait. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Donc du coup, c'est ça. Deux, je me dis que ils peuvent créer des histoires. Il y a peut-être des histoires à créer qui peuvent être intéressantes. Ouais. C'est là où je me dis que ça peut être intéressant. C'est que si jamais tu t'es déjà attaché à certains combattants, même si on le sait, tu dis bon, voilà, j'ai pas trop envie de le voir combattre. Il y a peut-être moyen de créer des histoires autour, avec ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Comment est-ce que ça peut être la rédemption? Peut-être refaire un combat d'avant. Voilà, là il l'a dit puisque Ariel Helwani pose très bien la question. Il dit, il le dit honnêtement, j'ai bien aimé comment il a amené. Il dit, je suis pas du tout convaincu par votre format. En quoi est-ce que j'ai tort? Et donc là, le gars répond notamment que c'est sur la dynamique narrative, qu'il y a un gros coup à jouer. Donc, bien vu de ta part. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal d'éléments sur lesquels jouer. Le côté équipe, ça peut être un tel va voyager chez un tel pour s'entraider, pour se préparer à la finale. Tu peux avoir vraiment ce genre de truc. Tu peux t'attacher à une équipe parce que tu aimes bien beaucoup des combattants dedans. Il risque d'y avoir aussi des équipes où tu adores certains combattants, tu détestes certains autres et donc tu sais pas trop comment te mettre. Mais je pense que ça va mettre encore une fois, si tout se passe bien, après plusieurs saisons, tu vas pouvoir vraiment t'attacher à une équipe. Mais c'est ça, le truc c'est ça, c'est que, mais tu dois vraiment, c'est compliqué parce que tu dois réussir à faire en sorte que les gens suivent, mais vraiment suivent l'équipe. Parce que tu peux pas tu peux t'attacher en équipe en un coup s'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais ça va créer du drama. Ça, j'aime bien, tu vois. Ouais. Et que pour moi, c'est fort probable que, en sachant comment sont les combattants, c'est-à-dire, il y a de l'orgueil, il y a de l'ego. Enfin, tu vois, t'as envie d'être champion et souvent c'est un sport individuel, donc ça dépend de toi. Et le fait que ça puisse dépendre de quelqu'un d'autre et une contre-performance, tu peux te fâcher contre ton propre coéquipier parce qu'il a fait de la merde. Ouais, comme dans les sports collectifs, quoi. T'as cette dynamique des sports collectifs qui peut être intéressant sur l'aspect de la narration. C'est ça. Et en fait, tu peux te rappeler que la dernière fois, il y avait eu, admettons, tu peux avoir saison 1, combattant A et combattant B sont pris la tête parce qu'en fait, à cause de telle chose, il a pas pris au sérieux, il a raté son cut, etc. Ça fonctionne pas. Saison d'après, ils sont repris, mais ils sont dans deux équipes séparées et vont se battre. Ouais. D'ailleurs, ça, on n'a pas d'infos. On sait pas si t'es drafté dans une équipe. Est-ce que la saison d'après, t'es automatiquement dans cette équipe? Est-ce qu'il y a un redraft complet de zéro? Est-ce qu'il y a des mercatos où tu peux acheter des combats? Ça peut être, je trouve que ça peut être intéressant. Le mercato, je trouve ça très intéressant. Ouais, parce que comme tu le dis, tu vois, t'as deux coéquipiers qui se prennent la tête de la même catégorie de poids pour une raison X ou Y, et puis t'en as un qui est drafté ailleurs, et puis c'est la finale l'année d'après ou ce genre de choses. Au cours des saisons, tu peux avoir des équipes qui grandissent par rapport à d'autres, et puis les underdogs. Il y a vraiment moyen de créer quelque chose autour de ça. Mais tu sais qu'il y a moyen pour moi, le mieux que tu puisses faire, c'est horrible ce que je veux dire. C'est vraiment horrible parce que ce mot, il fait mal aux oreilles, mais c'est une télé-réalité. Mais t'as raison. Tu regardes ce qui a sauvé l'UFC au départ, quand ils avaient, entre guillemets, personne, c'est pas vraiment personne, mais quand ils étaient avec des millions de dettes,
c'est vraiment le tough qui a sauvé l'UFC. Et je me dis que dans ce contexte, il y a encore plus moyen de le faire, parce que si jamais tu as ce type d'équipe-là, et que en plus tu as un mercato et tu vois que il y avait quelqu'un que tu aimais bien mais qui part et il y a un nouveau et les autres, enfin ça peut créer quelque chose. Ça peut vraiment créer quelque chose. Même chez les fans, comme je dis, ça va mettre plusieurs saisons à s'installer, mais à partir du moment où tu vas supporter les équipes plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'au début, tu peux aussi avoir le cœur brisé, tu vois, en disant je supporte cette équipe notamment parce que leur combat principal c'est et pareil, tu vois, au début c'est des entraîneurs. Les entraîneurs peuvent changer aussi, ça peut créer encore une fois des histoires. Tu peux avoir peut-être des capitaines, tu vois, genre comme je disais, il y a des gros noms, mais il y a des combattants qui sont à 10-1, qui sont encore très jeunes. Et tu pourrais avoir un mec, voilà, il est à 10-1, il est drafté, il fait une saison parfaite. Après, tu as les autres équipes qui se l'arrachent, et puis tu as l'équipe qui dit non, mais nous, on va te payer. Enfin, tu vois, l'équipe peut payer le combattant en plus de la ligue. C'est ouf, ça. Parce en fait, tu pourrais partir même sur des salaires ou des trucs comme ça pour conserver tes combattants. Donc, ouais. Moi, là où ça pourrait vraiment devenir fou, c'est si jamais tu arrives à faire en sorte qu'il y ait une identité qui soit lié à une équipe. Donc, je donne un exemple. Si tu dis, tu as le FC Los Angeles, d'accord? Fighting Club Los Angeles, j'en sais rien. Ce sera plus football, ce sera fighting. Donc, du coup, et tu leur donnes un nom, tu leur donnes une mascotte, tu leur donnes ce que tu veux. Mais tu crées un environnement autour. Par exemple, je sais pas moi, tu donnes un truc, c'est des Apaches. Enfin, en fait, ça existe déjà dans d'autres sports, mais voilà, c'était juste parce que ou des Sioux ou ce que tu veux. Ben, si tu dis ça et que tu dis voilà, on va créer une identité autour de ça et on veut montrer au monde que c'est nous les meilleurs et que voilà, on peut péter tout le monde. Il y a moyen de faire quelque chose qui peut être super intéressant parce qu'alors tu t'attaches à cette équipe et malgré les combattants différents qui arrivent, bah c'est possible que je sais pas moi, quand t'as eu le PSG, t'as eu Neymar qui est arrivé, bah t'aimais pas Neymar, tu dis non, mais en fait t'es content parce que c'est ton équipe, mais tu supportes quand même et puis au final tu l'aimes bien. Ouais, c'est ça. Et puis il fait des bons résultats pour ton équipe, donc tu commences à l'apprécier. Ouais, il y a ce côté-là qui se crée. T'as aussi le côté, je sais pas s'ils vont le faire, mais tu vois au foot américain et enfin en NFL et en NBA, t'as un nom en plus de la ville. Tu vois, t'as les Eagles, t'as les Falcons. C'est ça. Et donc ça peut être sympa. Tu vois, imagine t'as une équipe russe. On les appelle les Eagles parce que c'est Khabib qui est à la tête. Ça donne une identité de dingue. Ouais, ça donne c'est ça. Et ils arrivent tous un peu, franchement. Et ouais, et après dans les workouts et tout, tu fais un truc identitaire. Ouais, c'est cool. Ouais, mais tu vois, imagine tu fais un truc comme ça. Mais vraiment là, ce truc-là me hype un peu quand même. J'étais parti très négatif et puis là, en fait, si tout se passe bien, il y a vraiment moyen de. C'est quoi? Ça me donne envie d'avoir la Fight Minds. Ça me donne envie d'avoir la Fight Minds de Brussels. T'imagines comme 6 équipes, tu vois. Mais imagine, ils arrivent tous. Bon, là, c'est déjà fait, mais un peu comme l'équipe Fighting Nerds, tu vois. Ouais. Genre, ils arrivent avec leurs lunettes. C'est trop cool. C'est trop cool, tu vois. Moi, ces lunettes, quand ils les mettent, franchement, je m'attache à cette équipe qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas dans le sens, qui n'existe pas en tant que ligue. Mais moi, quand je vois cette équipe, t'as une marque de fabrique comme ça. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc derrière, et qui est sous-exploité. Alors que imagine si qui avait été exploité auparavant avec j'ai oublié comment ça s'appelle, Kappa ou enfin tu vois que les cheveux bouclés de Khabib. Ouais, c'est ça. Bon, donc t'as dans cette région c'est plus blanc, c'est plus brun avec Merab, etc. Ouais. Mais quand ils le mettent, franchement, il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose. Ouais. Bon, ok, là c'est sérieux, là ça va faire mal, tu vois. Et je me dis, imagine si ces équipes arrivent à développer quelque chose et dire, comme tu dis, enfin Eagle c'est un peu trop flag, mais imaginons que à chaque fois ils arrivent avec, je sais pas, des ailes et toi tu veux supporter, tu les mets. C'est une vraie identité. Tu viens supporter cette équipe-là, quoi. À fond. Mais comme dans les publics de ces sports collectifs où tu viens avec l'ensemble, certains viendraient avec les casquettes, les doigts là et tout. Et même en termes de de merch, tu peux comment on dit ça en français? De merch, ouais, c'est ça. Tu peux vendre pas mal et même les arènes qui accueillent, il y a moyen de faire du side. Ok. Attends. Ouais. Faisons un petit truc. Juste un jeu et comme ça on voit, tu vois. Si tu pouvais
tu mettrais quelle ville? Donc, admettons, tu peux choisir 6 villes. Ouh. Quelle ville? Alors, il y a donc 6 villes sur 4 continents. Hein, c'est ça qui est Ouais, c'est ça, ouais. qu'ils ont dit. Budget limité, donc tu dois pas penser Australie, c'est trop loin, donc je le fais pas. Non, Enfin, non, tu non, vois, non, non, c'est vraiment libre. voilà, Hein. moi j'ai besoin d'avoir une équipe. Moi, voilà. Alors, J'en dis une. Comme ça on fait l'un à la suite de l'autre. Tokyo. Tokyo, ouais, tu commences par Tokyo. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, franchement, parce que Tokyo, ils ont un vrai public. Je crois que ce serait une dinguerie pour justement pour l'identité et tout. Je trouve que c'est Ouais, très parce que tu fais un événement là-bas avec Tokyo. S'ils vont en finale, tu fais les finales là-bas. Ouais, franchement. Moi, je prends Sao Paulo. Ça Sao Paulo, d'office. Sao Paulo, je me dis, tu vas avoir tous les gars de Manaus, tu vas avoir tous les gars de Rio, tu vas avoir tout le monde. Franchement, c'est pas mal. Ah, j'hésite. C'est qui tout double si tu fais ça? Las Vegas, tu vois. C'est un peu la nouvelle Non. capitale du combat, mais c'est celle de l'UFC, tu vois. Est-ce que tu vas sur cette Mais ville-là ils sont ou non? chez eux, tu vois, mais enfin ouais, mais quand tu vois les trucs qu'ils arrivent à construire maintenant en NFL, ils ont quand même un stade énorme avec les Riders là. Ouais. J'avais été invité, cette petite Ou alors, parenthèse. ou alors tu fais Riyad, la nouvelle capitale du combat. Les C'est thunes, une ouais, c'est ça. Elle est bonne, ça. Bah, du coup, Attends, tu dois prendre une ville stratégique au niveau de l'argent. Donc, soit tu fais Riyad, mais il n'y a pas d'investisseur à notre connaissance de ce côté-là. Donc, quelque chose qui se rapproche de Silicon Valley plutôt. oui, mais d'accord, mais si t'es malin, Riyad, s'ils voient qu'ils sont en train de perdre et que c'est pas top, Riyad, il y a moyen qu'ils allongent l'argent Mais ouais, encore dans le GFL pour faire monter l'image, tu bien vois, donc sûr, c'est peut-être bien pas sûr. mal. Ouais. Mais le problème, c'est si tu dois aller t'entraîner là-bas, t'as quoi comme structure, quoi, tu vois? À mon avis, quand tu vois ben justement ces pays-là en pleine émergence, quand ils investissent dans Un sport. un sport, ben, ils vont investir dans les infrastructures. Maintenant, encore une fois, chaque combattant est libre de continuer à s'entraîner dans sa gym. Donc, juste avoir cette ville pour représenter la ville, mais ne pas spécialement avoir de combattants qui s'y entraînent. Euh, C'est vrai que j'ai entendu quand même pas mal de gens, enfin, quand tu vois, qui parlaient des structures qu'il y a du côté de Dubaï, etc., où s'entraident ouais. femmes battre, bah, elles sont quand même exceptionnelles. Oui, Apparemment. bien Elles sont sûr, vraiment bien sûr. exceptionnelles. C'est pas Ouais. surprenant. Donc, à long terme, si tu as une vision à long terme, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai pas vraiment un entraîneur qui peut représenter cette région-là. On n'a pas d'infrastructure sur place, mais le PFL a déjà fait pas mal d'événements. L'UFC fait des événements, donc ils sont prêts à accueillir. Bah, tu le fais en disant, bah, peut-être qu'à un moment, justement, ils vont investir dans des infrastructures où on va pouvoir s'implémenter et avoir des combattants qui viennent justement s'entraîner là pour faire grandir. Ça peut être, ouais, Ok, attends, mais alors à là, long terme. on a... Bon, bref, disons, donc, Attends. Donc, Tokyo, attends. Sao Paulo, Riyad. Je reste sur Riyad, du coup. Ouais, Vas-y, 4 pour toi. ok. Donc, attends. Non, là, on est... Ouais, attends, moi, je t'ai mis Sao Paulo, donc maintenant, c'est à moi. Ouais, donc la quatrième pour toi, ouais. Ah oui, je crois que tu disais les 4 qui restent. Non, Non, en fait, il en reste 3, en fait. C'est même pas beaucoup. il en reste 3, ouais. Franchement, ça va être très compliqué. Je t'explique pourquoi. Parce que pour moi, il y a 2 villes qui valent la peine en Europe, c'est Paris et Londres. Pour Ouais. moi, c'est ça. Et le problème, c'est que t'es obligé de mettre au moins une des deux. Donc bon, je vais mettre Paris, c'est sûr et certain, parce que comme ça nous avantage. Ouais. Mais le problème, c'est ça, c'est que, allez, tu peux pas dire qu'une nation une nation comme l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ne va pas avoir au moins, ou alors Bah, il a déjà non, gagné, il y avait un événement à Londres. ouais, Il y a il y a pas mal de Suédois aussi, tu vois, ça pourrait être Stockholm, parce que quand tu regardes, il y a ouais, Ilir mais Latifi, il y a les personnes qui Suédois, sont d'habitude, signés. ils vont en Grande-Bretagne, tu vois. Ils vont en Grande-Bretagne. Ouais. Il y aura Londres, peut-être c'est que pas l'Europe, hein. Suédois. Il y aura... C'est pas Suédois. Parce que c'est sur 4 continents. Tu as 6 pays sur 4 continents, donc ça veut dire que tu as 2 continents avec 2 pays et 2 continents avec un pays. Ouais. Mais Donc justement, tu c'est pourrais ça, avoir c'est que- Paris et Londres. mais tu peux pas dire un truc américain, tu vas juste avoir Las Vegas, tu vois. Non, mais là, tu as Amérique, tu as T'as juste Las Vegas. Sao Paulo. Oui, d'accord, mais dans le sens, je crois qu'ils ont fait une division à l'américaine. Donc, tu vois, il y a, Ah ouais, West Coast, ça, East c'est Coast. ça, c'est Ouais. les océans Les non, 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 conférences. même pas, c'est les océans qui divisent les continents. Et Ouais. donc, en soi, ils disent que soit c'est Amérique du Nord, Amérique du Sud, ou alors t'as le continent américain, ou alors t'as la partie, enfin, tu vois, t'as Ouais. Eurasie qui est un continent, ou alors c'est Europe-Asie. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais, ça. ouais. Ouais. Je crois. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Donc là, on est Pour sur. moi, pour moi, t'es obligé de faire un choix. Soit c'est Londres, soit c'est une ville aux États-Unis. Voilà, c'est ça. T'es Ah là 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 là. là-dedans. Ouais, à mon avis, ça va T'es être obligé plus de mettre partir un sur truc les quelque États-Unis, chose. tu vois. À mon avis, le public cible sera plus
américains sur ce type de format ils sont plus habitués au draft que nous les Européens, ils sont plus habitués aux saisons régulières, playoffs et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment à l'américaine. Et en Belgique, on a les playoffs. Hein. Ouais, bah, ouais, États-Unis. Et du coup, on laisse de nouveau tomber l'Afrique, c'est ça? Non, on laisse tomber Londres, c'est horrible. Ouais, mais t'as 4 continents. Ou alors on laisse tomber En fait, c'est l'Océanie. Amérique du Nord, Amérique du Sud. À mon avis, c'est comme ça qu'ils le comptent. Europe, Asie. Asie, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc encore une fois, on laisse tomber Océanie et Ah non, et on a Riyad, on a Riyad. En fait. mince. Ah. Ouais, on a Riyad. Ouais, je crois que t'es obligé de laisser tomber Riyad. Bref. Ouais, voilà, on laisse tomber Riyad alors et ce sera pour. Ouais. Après, peut-être que les équipes vont changer au cours du temps. Ouais, mais alors tu peux pas t'habituer. C'est trop Ouais. compliqué. Je crois que tu dois passer à 8. Tu rajoutes, voilà, tu dois passer à 8. Tu dois rajouter. Oui, parce qu'en fait, 6 équipes avec 4 qui passent. Ouais, peut-être que la première saison, c'est ça, et puis il y a 2 équipes qui vont se rajouter. Ouais, voilà. Mais ça va faire une là-dessus. panoplie d'événements, quoi. Ça va faire une panoplie d'événements. Ouais, c'est ça. Mais alors, tu devrais faire. Pour moi, je mettrais Riyad, Londres et franchement Miami. Miami plus que New York. Ouais. Parce que tu vois, en Floride, t'as trop de trucs, t'as trop d'events, c'est trop important. Je crois qu'il est vraiment beaucoup trop chaud. Et t'as le Madison Square Garden, tu vas dire, mais bon, pour moi, les combattants, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant du côté de Miami. Ouais, maintenant, encore une fois, au début, ça a pas tellement de signification que ça, les villes, donc j'ai l'impression qu'ils vont aller faire des événements aussi dans des villes qui sont pas les 6. Parce que sinon, il y a Stockholm. Sinon, je te le dis direct, il y a Londres, Stockholm, Tokyo. Ouais, bon, parce que ça, c'est les villes. Stockholm, alors, il a dit Brésil, donc j'imagine Sao Paulo. Donc voilà. Mais bon, si tu mets Stockholm, tu mets Auckland, tu vois. T'es obligé. Ah ouais. Dire, non, tu vas aller dans une nation et tu vas pas aller en Nouvelle-Zélande ou Australie. Enfin, tu vois, genre, avec des volcans, avec des Isra et tout ce que tu veux, tu vois. Après, s'ils veulent faciliter la logistique, ils doivent trouver 6 villes dans lesquelles ils vont toute l'année. Et ils font plusieurs événements dans cette ville-là. Donc, ils vont peut-être faire la Ericsson Arena, parce qu'ils ont un contact là-bas et ils se sont dit, ben voilà, ça fera partie de nos 6 villes parce que on a un deal chez eux qui nous permet d'avoir des prix dégressifs ou que sais-je. Donc, à mon avis, les choix des villes sera également orienté business, dépendant de différents deals, parce qu'il dit que là, tout est en place, ils ont signé les arènes et ce genre de choses. Donc, ouais. Attends. Donc, voilà. Et dernière chose, et comme ça, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. C'est ta stratégie pour les combattants. Comment est-ce que tu ferais ton mix, tu vois? Parce que je crois qu'on rigole par rapport à certains noms qu'ils ont pris, mais je crois que c'était obligatoire qu'ils le fassent. Si jamais tu veux attirer l'attention, regarde la preuve, c'est qu'on le fait. Si jamais tu disais, bon, il y a des pépites, qui sont à 17-0 au Tadjikistan, oui, ok, mais il est monstrueux, mais personne ne le connaît, tu vois. Je crois que tu es obligé d'avoir ça, et je trouve que c'est malin de les avoir annoncés et qu'ils se fassent peut-être pas drafter, tu vois. Ouais, en fait, c'est très malin de leur part d'avoir utilisé ça parce que c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui sur Twitter. Les gens partagent en disant, ouais, c'est quoi ces noms? Ça réussit. D'un point de vue publicitaire, ça a réussi. Maintenant, c'est dans leur intérêt que, bon, évidemment, dans leur intérêt, Wanderlei Silva se fait draft. Les gens vont de nouveau faire, mais c'est scandaleux. C'est quoi cet entraîneur? Pourquoi il a pris Wanderlei Silva? Après, quand tu verras ce que ça donne dans la cage, tu seras là, ok, bon, flop. Mais ouais, ce serait dans leur intérêt en termes de visibilité qu'il soit drafté. Est-ce que peut mettre la pression? Parce que imagine, moi, franchement, si je suis entraîneur et je me dis, voilà, je vais jouer le truc à fond et je vais être sûr de gagner parce que j'ai une prime, moi, je vais prendre tous des gars qui me connaissent, qui sont monstrueux, tu vois. J'avoue que j'espère, parce que normalement, ta structure financière, c'est en tant que coach, tu prends un pourcentage des combattants que tu sélectionnes. Et ça peut être problématique parce que j'imagine qu'un Wanderlei Silva, encore une fois, aura négocié plus que. Attends, je vais te prendre un nom d'un gars qui me semble intéressant. Mince, il est où? Je retombe pas sur son nom. Doumbé. Ayinda Octave. Il a 5-0. Tu vois, c'est un mec invaincu à 5-0. Bah, j'imagine qu'il aura signé moins que Wanderlei Silva. Donc toi, en tant que coach, si tu es là pour les thunes, bah, tu vas plutôt prendre Wanderlei Silva parce que tu vas prendre une meilleure commission dessus. Par contre, si la GFL dit, OK, la première équipe, c'est le GFL, ils reçoivent un bonus de 1 million qui est réparti entre 20% pour le coach et puis le reste réparti sur les combattants. Ben ouais, là, les coachs, ils vont vraiment drafter la meilleure équipe possible et imaginable en termes de niveau et pas en termes de name value.
Ouais, c'est ça, tu vois, parce que tu te dis, attends, petite parenthèse, c'est la GFL ou le GFL? Parce que là, pour l'instant, Une ligue, la GFL, j'aurais tendance à dire. Par contre, c'est vrai qu'on dit le PFL alors que c'est aussi ligue. ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi la Je trouve GFL que sonne ça mieux sonne que mieux le que le GFL. GFL, mais bon. Ouais, c'est vrai, le GFL. Genacht Fighting League. Attends, mais parce que je me dis, c'est super intéressant ce que tu dis. La manière dont vont être rémunérés les entraîneurs Ouais. vont avoir des choix énormes par rapport à qui vont drafter. C'est vrai que si tu dis tu veux de l'argent, tu dis bon bah alors je prends Anderley Silva hyper, c'est pas très grave parce que la prime par combat n'est pas par victoire n'est pas énorme. Attends. Mais de l'autre côté, tu te fais éliminer à la saison régulière, tu gagnes plus rien sur le reste de ta saison. Alors que tu vas en play-off, t'as d'office, les play-offs, c'est d'office. Est-ce que t'as le droit de Mais savoir on sait combien même pas ils ont d'argent? Est-ce que les play-offs, c'est les 20 combattants ou 10 combattants, en fait, par équipe? Je sais pas. Ça, c'est une question à laquelle Moi, parce qu'en fait, si tu pars du principe que voilà, les playoffs, c'est les 20 combattants d'une équipe contre les 20 combattants d'une autre équipe qui s'affrontent et ceux qui ont le plus de points passent, ça veut dire que tu as 20 combattants en playoff et potentiellement 20 combattants en finale. Si tu prends les 20 meilleurs combattants, la commission que tu prends sur les 20 vaut plus que juste avoir Wanderlei Silva et qui risque de te faire éliminer en premier tour. Donc là-dessus, ça compense peut-être la volonté d'aller plus loin dans la saison. Bah, tu prends Despain, tu prends Silva, tu prends Petit, etc. Bah, tu dis, franchement, au final, je gagnerais beaucoup plus que. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui sera stratège en mode le juste milieu, tu vois. Il va prendre justement les noms où je disais je suis mitigé. Est-ce que tu as accès à cette information? C'est une question importante. Ah ouais. Est-ce que tu as accès au contrat? Je crois pas. J'avais vu quelque part qu'il y avait une transparence sur les contrats, mais j'imagine qu'il n'y aura pas de transparence sur les. Non. C'est un peu triste pour les combattants s'ils veulent renégocier avec l'UFC en sachant combien est-ce qu'ils gagnent d'un côté et de l'autre. Enfin, je sais. Ouais. Non, en fait, c'est 50%, donc non. Non, même pas. Non, t'as un revenu minimum garanti. Donc, voilà, je sais pas. Il n'y a pas cette information-là par rapport au coach. Moi, je trouverais ça plus normal que les coachs aient plus un salaire. Ok. Pas un salaire, mais voilà. Si tu pouvais, voilà, faisons comme ça. Oui, d'ailleurs, attends, juste parce que l'entraîneur n'est pas spécialement ton coach. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'entraîneur de l'équipe, mais il sera pas spécialement dans ton coin, parce que si tu choisis de rester avec ton équipe, ce qui me semble beaucoup plus judicieux, bah, tu vas devoir payer une partie de ta commission à tes vrais coachs, ceux qui sont dans ton coin. Si en plus de ça, tu dois enlever une partie de ta commission pour le coach de ton équipe qui fait rien, qui s'occupe pas de ton, parce que si tu fais pas appel à lui, il fait pas ton game plan, il s'occupe pas du training camp, il est pas dans ton coin. Au final, pourquoi tu lui devrais quelque chose? Donc je trouve que c'est plus la responsabilité du GFL de se dire, ok, voici comment on rémunère les entraîneurs. Ok. Et si jamais, donc si jamais tu veux choisir une équipe, donne-moi juste trois noms que tu prendrais. Parmi ceux que j'ai vus? Non, 3 noms. En fait, tu peux faire ce que tu veux. Ceux que tu as vus, faisons ça. Ceux que tu as vus et ceux que tu prendrais à part. Mais c'est d'office des gars libres, c'est ça. Donc je peux pas choisir. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Tu vas pas me prendre Ramzat. Ça, c'est sûr. Brian Boulan. Okay. C'est pas une blague, hein. Non, je sais, mais je trouve ça énorme, Mais imagine le truc de dingue. Ce serait énorme. Ouais, grave, hein. Qui est-ce que je prendrais? Je pense que je prends. Attends, est-ce que tu crois qu'il accepterait surtout? Ça dépend de la prime et des continents. Je sais pas, ouais, je sais pas. Je vais pas répondre pour lui. Ok. Mon avis, Gegard Mousasi. Je pense qu'il a encore. Qu'est-ce qu'il a fait récemment? Mais je crois qu'il est encore dans le game. Hein. Pour l'expérience et il s'entraîne encore. Je sais qu'il prépare Alain pour son combat au KSW, donc il est encore actif. Ouais. Il est sur 2 défaites, mais c'est contre Johnny Eblen et Fabian Edwards. Avant ça, il était sur 4 victoires consécutives. Ouais, peut-être. Gegard Mousasi pour l'expérience, tu vois. Et puis, je choisirais un 3e qui est plus un up-and-comer. Mais il y en a un que je connais et je le retrouve plus. Je tombe pas sur son nom. Bah, de toute façon, je vais dire son nom, personne ne le connaîtra, quoi. Ok. Tu vois, j'aurais Brian parce que je le connais très bien. J'aurais la name value en Gegard Mousasi qui peut encore faire des résultats. Et voilà, c'est ça. Omar Arteaga, 11-1, qui est plutôt pas mal. Comme ça, tu vois, j'ai une variété un peu entre up-and-comer, le gars avec qui je m'entends bien et le leader en termes d'expérience. Toi, tu prendrais qui sur les noms que t'as entendus? Ben moi, j'espérais Wanderlei Silva, Frank Mir et j'appellerais Chuck Liddell.
Franchement, Brock Lesnar. Moi, je prends Brock Lesnar. J'avoue, le truc Pour de la ouf. thune, pour la thune. Franchement, je prends Brock Lesnar. Puis, franchement, moi, je crois que c'est un peu compliqué, mais je me dis que je pense qu'il a négocié un bon contrat et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais bon, faut l'entraîner au sol, c'est d'Espagne. Franchement, il faut vraiment. Ouais. Et je le prends parce que je me dis que il a fait tellement de résultats hors UFC que tu sais que dans le top 15 UFC c'est mort, mais hors UFC ça passe, tu vois. Ouais. Il y a des chances. Surtout si, quand tu regardes les autres noms des poids lourds, il fait partie des favoris au final, hein. Tu le mets contre Alan Belcher, qui est aussi un vieux de la vieille. J'ai kiffé ce combattant. Vraiment, j'ai kiffé sa carrière, mais aujourd'hui, c'est dead. Après, tu regardes sa photo, tu dis, OK, le mec, il est sur les mêmes trucs que Gordon Ryan, tu vois. Ouais, c'est ça. Alexander Maslov, il est à 11-1. Ça peut être intéressant aussi. Mais sinon, ouais, Oleinik, Arlovski, Verdum, Mir, ouais, il les tape Ah, normalement. Il les je tape. prends Charles. Greg Hardy est dedans aussi. T'as pas entendu? Greg Hardy. Attends, tu prends quoi? Charles. Imagine, il arrive, il pète tout le monde. Mais ce serait, par contre, pour la télé-réalité, ce serait une dinguerie. À fond. Franchement, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Mais ouais, peut-être que je verrai qui a été released récemment de l'UFC. Ah, peut-être Gemouri ou quoi, tu vois. Gemouri, ouais. Voilà, Gemouri. Ouais, dans l'équipe de Paris, je prends Gemouri. Ou des mecs qui sont pas encore signés à l'UFC et qui sont peut-être pas loin d'une fin de contrat, genre, tu vois, des Axel Sola ou des gars comme ça. Mais non, parce que Axel Sola, on préfère les voir à l'UFC. Donc... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, mais Axel Sola, oui, bon, d'accord, c'est sûr. Mais honnêtement, par contre, blague à part, maintenant qu'on a fait ce podcast, moi, je suis très curieux d'avoir la liste des 300 combattants. Et moi, je me ferais, si j'ai le temps, je me ferai un petit kiff et je me ferai mes listes de priorités, tu vois, et voir un peu quelle équipe j'aurais, tu vois, si j'ai... Ouais. Et attends, mais vraiment, s'il te plaît, regarde dans la même catégorie. Par contre, ça c'était n'importe quoi sur le cut. On en a même pas parlé, mais on a augmenté les catégories de poids pour comme ça. En gros, ils rajoutent 10 LBS à chaque catégorie de poids, j'ai l'impression. J'ai pas la liste ici. Mais alors, tu dois combattre dans la catégorie dans laquelle tu étais avant ou je comprends pas? Mais en fait, c'est ça qu'il a dit. Il a dit les combattants qu'on signe, on les fait combattre dans la catégorie dans laquelle ils étaient, en sachant que c'est plus lourd chez nous. Donc, par exemple, t'as un Kevin Lee, c'est un lightweight. À l'UFC, c'est un lightweight. Donc, il signe en tant que lightweight au GFL, en sachant que les lightweight au GFL, t'es pas à 155 LBS, mais j'imagine à 160 ou 175. Non, pardon. Lightweight, c'est 155. Donc au GFL, ce sera 160 ou 165. Ouais, mais ça. Kevin Lee, déjà, il a varié entre lightweight et welterweight pendant sa carrière. Et dès le moment où tu sais que tu signes à lightweight qui est un peu plus lourd, tu vas monter ton poids naturel pour refaire les mêmes cuts que tu faisais avant. Tu vois, je prends un exemple, Brian. Il combat à 61. Le soir du combat, il est à 69. En mode entraînement, il est à 71. Je le signe ici au GFL. Il est drafté. Il va combattre en 63 parce que j'invente le bantamweight GFL, c'est 63 et pas 61. Brian, au lieu d'être à 71 à l'entraînement, il va monter à 73 et il va faire les mêmes cuts. Donc encore une fois, ça ne solutionne pas les weight cuts. Ouais, c'est compliqué les weight cuts. J'aimerais tellement trouver une solution, mais c'est compliqué. Ouais. Bon, moi, ils essayent. Hein. Mais moi, voilà la solution des weight cuts. Ici, il n'y a pas d'informations là-dessus. Ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas d'informations sur les antidopage. Ça, pour moi, ça me paraît très important. Et j'ai l'impression que ceux qui ont signé, on verra l'année prochaine, tu vois. Transformation physique de vous. Christian Bell. Donc, s'il y a des tests antidopage un peu aléatoires comme le faisait l'USADA, pour moi, la solution du weight cut, c'est t'arrives et tu viens avec une balance aussi. Tu vois, tu demandes au gars de pisser, tu demandes au gars de se peser, et s'il est X% au-dessus de la catégorie de poids dans laquelle il est, premier avertissement, deuxième avertissement, on te contraint à monter de catégorie de poids. Ok. Et attends, juste dernier truc. On fait une dernière question parce que là, on est long, mon gars. On est long. Sorry. En regardant les noms que tu as vus dans la même catégorie de poids en 61, comment est-ce que tu vois Brian dedans? Alors, laisse-moi juste choper les noms. Hein. Ouais. Il y a Jimmy Rivera, ancien de l'UFC, Renan Barao. Mais en fait, il y a que 6 noms. Et sur les 6 noms, il y a celui que j'aime bien, là, Omar Arteaga. J'avais vu vite fait ses combats et c'est plutôt pas mal. Mais les autres, je connais pas. Il y a Denis Palancica qui a 10-1. Il y a Diego Teixeira qui a 7-4.
Jimmy Rivera, l'ancien de l'UFC, 23-5. Renan Barão, 34-9. Omar et Marciano Ferreira qui a 13-3. Mais je connais pas assez. Jimmy Rivera, je sais même pas où est-ce qu'il en est maintenant. Mais je dirais que c'est pas irréaliste d'avoir un Brian qui viendrait dans cette. Ça m'a trop chauffé. Franchement, ça m'a trop chauffé. En termes de compétition, tu vois, je pense qu'il serait drafté en fait. Parmi les noms que je vois là, il faut un peu spéculer sur lesquels seraient les autres, mais ouais, je le vois potentiellement drafté. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas où il en est là maintenant, dans le sens, lui, personnellement, ce qu'il veut ou quoi, mais ce serait tellement énorme de pouvoir aller le voir combattre et d'avoir une équipe ou un truc comme ça serait ouf. Ce serait vraiment ouf. Ouais, à Tokyo et tout. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour là. Yes, John, un tout grand merci. Je pense qu'on reparlera de cette ligue. Je suis vraiment intrigué. Ça peut se planter comme jamais, vraiment. Ça peut commencer, arrêter, direct. Mais le plus probable pour moi, c'est ça, parce que c'est extrêmement compliqué que chaque élément soit vraiment bien exécuté. Donc j'espère qu'ils ont les reins solides. Hein. S'ils le font, il y a eu un petit moment où on était excités. On se dit, attends, t'imagines s'il y a ce truc-là ? Ouais, non, vraiment. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Disons qu'il y a du potentiel. Disons qu'il y a vraiment du potentiel. Ça va être très compliqué. Je pense qu'en termes de logistique, d'organisation, la gestion des blessures, ça va être une misère, mon gars. Une misère. Ouais. Mais, si ça se passe bien, d'ici 2-3 ans, ça pourrait être un truc vachement intéressant à suivre. Vraiment. Et moi, je pense que j'ai quand même suivre de loin au début pour voir si ça. Il y a les coudes ou pas? Quoi ça? Imagine. Il y a les coudes. Ils ont pas parlé des règles. Par contre, effectivement, en termes de broadcast, il n'y a pas encore d'infos. A priori, ils vont lancer leur app pour le broadcasting. Okay. Mais c'est pas impossible qu'il y ait des chaînes qui se positionnent dessus. À mon avis, d'un point de vue financier, c'est peut-être plus intéressant des chaînes que mettre ça sur leur propre application. Mais voilà, ça c'est encore en suspens. Mais en tout cas. Voilà, très très intéressant. Je trouve qu'il y a déjà pas mal d'informations sur lesquelles on a pu discuter. Il y a pas mal de points d'interrogation qui sont intéressants. Je vais voir s'ils recrutent parce que ça m'excite. Le challenge m'excite. Mais voilà. John, un tout grand merci. À bientôt. Les amis, à très vite. Ciao, ciao.